Quel bilan tirer des 60 ans de coopération entre la RDC et l'Union européenne? Face à face spécial, ce lundi 10 mai, après le journal de 19h. Je reçois Jean-Marc Chataignier, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République démocratique du Congo. Coopération au développement, 60 ans de relations entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Monsieur Jean-Marc Chataignier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. On va dire qu'en 60 ans, il y a eu beaucoup de projets. Mais est-ce qu'on peut parler d'actions pérennes ? Oui, il y a des choses pérennes que nous conduisons, que nous menons, des investissements qui ont été faits, des investissements qui ont été faits dans les infrastructures, des investissements qui ont été faits dans la santé. Je crois que ce sont des choses durables. On a aussi investi, je crois, beaucoup dans le développement humain. Voilà, ce sont des choses qui sont amenées à durer. Alors, il se trouve aussi que pendant ces 60 ans, la RDC a connu un certain nombre de périodes historiques, des périodes difficiles, des périodes de guerre, des périodes de conflits. Il y a des moments où même l'Union européenne, coopération s'est plutôt retirée. L'Union européenne, aide humanitaire est toujours restée, mais l'aide européenne s'est un peu arrêtée à la fin des années 90 et au début des années 2000. Dans les années Mobutu et après. Et donc on a repris. Donc forcément, en 60 ans, on n'a pas 60 ans d'efforts continus. Mais je crois qu'on a investi à chaque fois quand même dans des capacités et des capacités congolaises. Quand je dis action pérenne, je parle d'une action, d'un fait, d'une construction qui a vu le jour il y a quelques années, qui est toujours là et qui tourne d'elle-même. Parce que c'est un peu ça le but. Nous sommes dans une matière de développement et non pas d'aide d'un pays à un autre pays ou d'une organisation à une autre. Qu'êtes-vous fier en termes de réalisation, d'avoir accompli et que vous regardez aujourd'hui, que vous voyez tous les jours aujourd'hui? Alors moi, ce que je suis fier, c'est ce que vous venez de dire justement, c'est qu'on n'est pas dans l'aide au développement, c'est qu'on est maintenant dans le partenariat, qu'on est dans la co-construction ensemble d'un certain nombre d'objectifs. Et ce dont je suis le plus fier, c'est que l'Union européenne ait pu participer au renforcement des capacités et qu'on ait des jeunes magistrats, de futurs jeunes policiers, des jeunes de la société civile, des femmes, qui sont en train de se prendre en main. Et ça, c'est l'élément dont on peut être le plus fier. C'est effectivement que les gens, la population, puissent prendre en main. Est-ce qu'on peut dire que la République démocratique du Congo est un partenaire privilégié ou principal ou majeur de l'Union européenne? C'est un partenaire important. Après, c'est difficile de trouver un qualificatif, mais c'est un partenaire important. C'est le principal bénéficiaire du FED, du Fonds européen de développement, pendant le 11e FED. C'est une enveloppe, je vous l'avais rappelé, je crois, la dernière fois, de plus de 620 millions d'euros, auxquels se sont ajoutés quelques dizaines de millions d'euros supplémentaires liés à l'épidémie d'Ebola. Mais c'est un partenaire effectivement clé et important. En même temps, je voudrais vous dire quelque chose, un message clé, c'est que l'Union européenne ne peut pas tout faire ici. Ce qui doit être fait doit d'abord être fait par le Congo et par les Congolais. En travaillant mon discours hier, je ne l'ai pas cité hier, mais il y a un point qui m'a semblé clé. On a un budget ici propre. Le budget national congolais, c'est 4 milliards de dollars à peu près, les ressources propres. Le nombre de Congolais, c'est 90 millions. Ça veut dire qu'avec ce budget, on mobilise 30 à 40 dollars par an, par habitant du Congo. Et avec ça, il faut financer une armée, il faut financer un système éducatif, il faut financer un système de santé, il faut financer des services sociaux, il faut financer des infrastructures. Donc, mission impossible si la RDC n'arrive pas à davantage mobiliser ses ressources propres. Et ces ressources propres, on aurait... en termes d'action pérenne, vous avez parlé de la justice, merci. Vous avez parlé de la police, merci. Vous avez parlé de l'armée, merci. Mais en termes de mobilisation de ressources propres, l'Union européenne n'intervient pas. On commence à le faire, on y réfléchit vraiment dans le cadre d'un programme qu'on travaille avec la Banque mondiale, d'action, d'aide, d'assistance aux régies financières, Direction générale des douanes, Direction générale des impôts, informatisation, appui réglementaire, travail sur la mobilisation de ces ressources. Je pense que c'est vraiment le point clé. Il y a aussi bien sûr les ressources minières sur lesquelles nous n'intervenons pas directement, mais là on a une conjonction de possibilités de mobiliser davantage de ressources propres. Et c'est de là que viendra le développement du Congo. Donc c'est là vraiment qu'il faut totalement investir. Aussi bien sûr avec le volet aval, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, c'est-à-dire que l'argent qu'on récolte, il ne faut pas non plus qu'il soit détourné. Quand on parle de mobiliser plus, on parle
d'élargir l'assiette fiscale, parce que le seul revenu de l'État, c'est la fiscalité. En termes de PME, promotion des PME, en termes de... Je ne parle pas de coopération et développement, je parle de partenariat, je parle de négociation pour apporter l'aide de l'Union européenne, parce qu'on parle de développement. Qu'y a-t-il de fait? Pour apporter l'aide de l'Union européenne pour les PME, tout ça. Alors non, on travaille bien sûr. Alors on a fait beaucoup de démarches sur le climat des affaires, sur la réglementation qui est en place. On est en train de commencer à travailler, mais c'est quelque chose sur lequel on n'avait pas peut-être suffisamment investi ou travaillé dans les précédents cycles de programmation, les précédents FED, Fonds européens de développement. Et maintenant, il y aura un nouvel instrument, d'ailleurs, ce qu'on appelle le NDICI. Mais il faut effectivement qu'on travaille avec ce qu'on appelle la Banque européenne d'investissement à pouvoir financer, à trouver des financements bancaires, des financements financiers pour les PME, pour les entreprises congolaises. Parce qu'il y a un système bancaire ici qui est très conservateur, je dirais, qui n'est pas financeur spontané des projets nouveaux. Donc il faut qu'on puisse accompagner l'accès des jeunes entrepreneurs congolais au crédit bancaire, au crédit financier, pour qu'il y ait un effet de levier et que ceux-ci puissent effectivement investir dans le développement du pays. Quand on parle de coopération-développement, petite comparaison, est-ce que vous avez l'impression que l'Union européenne participe plus que certains pays émergents ou que la Chine? Écoutez, moi je suis pas dans un concours de beauté, je pense qu'on est, chacun a ses spécificités, chacun a ses apports. L'Union européenne, elle apporte de l'expérience, de l'échange d'expérience et de savoir-faire. Je l'ai dit hier, j'en suis profondément convaincu, je crois qu'on a construit des choses institutionnelles, on a des expériences variées, même en termes de climat des affaires, entre l'Allemagne, la Suède, la France, l'Italie, c'est pas tout à fait pareil. Donc on a vraiment des capacités, des expertises très différentes qu'on peut apporter. Et une des forces de l'Union européenne, c'est sa diversité et sa capacité d'apporter cette diversité. Nous sommes actuellement dans une négociation entre l'Afrique et l'Union européenne, parce que l'Union européenne intervient en République démocratique du Congo dans le cadre global de sa collaboration avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. En RDC, on se plaint d'être le parent pauvre, alors qu'un des plus grands pays, sinon le plus grand pays, de par son poids démographique. Pourquoi n'y a-t-il pas un traitement plus favorable à la RDC que celui, par exemple, du carré traditionnel français, où certains anciennes colonies ont des enveloppes plus importantes que la République démocratique du Congo, avec des populations, vous qui faisiez le ratio tout à l'heure, beaucoup moins importantes. Alors pour être très clair, ce que vous citez, ce sont des chiffres anciens, ce sont les chiffres des 9e, 10e, 11e FED, Fonds européens de développement, donc c'est des négociations qui ont eu lieu en 2002, 2008, 2014. Nous sommes dans un nouveau cycle de programmation, et là je ne m'avancerai pas puisque nous ne connaissons pas encore les chiffres du nouveau cadre de programmation financier, donc nous n'avons pas encore les montants de nos enveloppes, et donc moi je me bats en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne en RDC pour que ces enveloppes soient plus élevées et prennent en compte effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire la dimension démographique, le poids démographique de la RDC sur le continent africain, et aussi les opportunités et les possibilités de développement de votre pays. Logiquement, si on doit comparer avec le soutien apporté à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal, on passerait à 2-3 milliards d'euros ou Écoutez, je ne peux absolument rien vous dire, c'est en cours de discussion. Moi, je pense que nous devons tous nous mobiliser pour qu'il y ait davantage de ressources. Mais même si on doublait l'enveloppe du 11e FED, qui était de 600 et quelques millions, même si, mettons qu'on passe à 1 milliard, par rapport aux chiffres que je vous ai cités tout à l'heure, ça ne changerait pas grand-chose. Là où il faut vraiment qu'on utilise cet argent, c'est là où on peut avoir ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire qu'un euro qu'on investit pourra rapporter beaucoup plus, soit en termes d'intelligence humaine, de capacité humaine, soit en termes de ressources financières, dans la capacité de mobiliser davantage de ressources financières, soit dans un meilleur contrôle des ressources minières qui elles-mêmes rapporteront beaucoup plus à la RDC. Donc il faut investir, je crois, massivement dans le développement humain et dans le développement, de la capacité de mobilisation des ressources financières de la RDC. Capacité de mobilisation des ressources financières qui passerait par une production plus accrue. Alors, partenariat de développement ou meilleur partenariat d'investissement dans l'agriculture, dans la capacité de transformation des matières premières, la justice, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que l'Union européenne, à l'heure actuelle,
elle qui dit vouloir développer ce pays ne fait pas fausse route en ne se concentrant que sur le développement humain, alors que permettre à la République démocratique du Congo d'être plus productive entraînerait ipso facto ce développement humain? Partenariat d'investissement, j'aime bien votre terme, mais c'est l'investissement dans toutes les composantes du développement, dont le développement humain. La République démocratique du Congo ne pourra pas se développer sans ressources humaines, sans cadres, sans agents techniques, sans expertise. Donc on doit continuer à monter en puissance ce développement humain, ces ressources humaines, pour accompagner ce que vous dites et pour accompagner un essor entrepreneurial et effectivement pour trouver à la fois des marchés pour la République démocratique du Congo, le fait qu'on puisse ici développer, comme les autorités en ont effectivement l'intention, des usines de production, qu'on puisse refaire de la transformation comme on a pu le faire dans le passé et qu'on puisse avoir de la valeur ajoutée. Et donc là, on passe d'un partenariat de développement à un partenariat d'investissement, voire à des partenariats commerciaux, mais qui doivent être gagnants, qui doivent être équitables et donc qui doivent être construits ensemble. Ça, c'est votre point de vue ou c'est le point de vue entendu des deux parties, congolaises et Union européenne? Il vaut mieux développement humain selon vous d'abord ou investissement comme le président Tshisekedi est en train de le montrer de plus en plus ces jours-ci? Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Et pour citer le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très clairement, l'accent qu'il met par exemple sur la gratuité de l'éducation scolaire de base est une part du développement humain. Donc les deux, c'est comme deux pieds, enfin c'est comme deux jambes. L'un va avec l'autre. Si vous n'avancez pas d'un côté sans croissance économique, sans développement économique, vous ne pouvez pas lutter contre la pauvreté. Et sans investissement dans l'humain, dans l'éducation, dans la santé, dans la protection individuelle des femmes, des enfants, des hommes, vous ne pouvez pas atteindre cette croissance économique. Donc vous devez travailler vraiment les deux ensemble. Et ça, c'est ça qui est parfois un peu compliqué à comprendre dans le développement, c'est qu'il n'y a pas une clé magique, il n'y a pas une clé qui ouvre la porte. Il y a toute une série, c'est un petit peu comme un casse-tête. Il y a toute une série de clés à actionner en même temps pour arriver au décollage économique. Et ça nécessite une politique volontariste, une stratégie de la RDC, derrière laquelle nous ne pouvons que nous aligner en tant que partenaire extérieur. En ce qui concerne le partenariat au développement, vous vous alignez ou vous décidez ensemble ou vous imposez? Non, nous décidons toujours ensemble. C'est justement le sens de la co-construction que je citais tout à l'heure, du partenariat que je citais tout à l'heure, le sens de l'accord de Cotonou que nous avons conclu il y a une vingtaine d'années, ce qui a été négocié, le post-Cotonou par les pays ACP et l'Europe s'inscrit exactement dans la même démarche. C'est vraiment un partenariat. Nous proposons effectivement des expertises, des capacités, des ressources avec la Banque européenne d'investissement. De son côté, la RDC va nous proposer des projets, des programmes, et nous allons voir comment faire en sorte que ça puisse satisfaire les deux parties ensemble. Nous allons voir, c'est-à-dire qu'à ce jour, rien n'a encore été fait dans ce sens-là. Nous avons commencé, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois, un dialogue politique, le premier depuis 11 ans, qui est intervenu à l'automne dernier. La venue du président Charles Michel a été l'occasion d'en reparler avec le président Tshisekedi. Et l'idée est bien d'avoir un nouveau dialogue politique, sans doute à la rentrée en septembre, avec le Premier ministre et les autorités, pour continuer à affiner nos programmes. Alors, il y a une partie de nos programmes qui sont un peu anciens, qui vont se continuer. On n'arrête pas du jour au lendemain ce que nous faisons. Et puis il y a une partie de nos programmes qui va être progressivement adaptée aux demandes particulières du gouvernement du président Tshisekedi et de la politique du président. Vous avez parlé du président Charles Michel du Conseil européen. Il était récemment à Kinshasa. Il a parlé du soutien que l'Union européenne donne à la RDC. La visite de Charles Michel a aussi été pour lui l'occasion de confirmer l'excellence des relations avec l'Afrique. Alors, ma question d'abord, c'est de savoir, il est venu ici pour voir le président de l'Union africaine ou le président de la République démocratique du Congo? Je vous dirais, cher Christian, qu'il est venu voir les deux. Il est venu voir naturellement le président Tshisekedi comme président de l'Union africaine parce que nous avons un certain nombre de sujets communs et sur lesquels nous travaillons ensemble et qui ont été abordés. Les questions d'intégration régionale, les questions de culture que le président Tshisekedi veut porter à la tête de l'Union africaine, certaines questions géographiques, certaines crises qui ont lieu en Afrique. Donc il y a tout cet agenda qui a été parlé. Et puis en même temps, il est venu conforter l'intensification de notre relation
relations bilatérales entre l'Union européenne et la RDC, et nos programmes de coopération. Et c'est bien pour ça qu'il a été aussi inauguré des bateaux baliseurs du programme PANAF sur le fleuve, sur la navigabilité du fleuve Congo. Il n'était question que de ça. Dans l'histoire, Charles Michel a été Premier ministre de la Belgique. Est-ce que ce volet ancienne fonction n'a pas été au menu des entretiens entre les deux hommes? Non, je ne pense pas. Enfin, à ma connaissance, tous les entretiens auxquels j'ai assisté, ce n'était pas le cas. Nous sommes vraiment dans une relation institutionnelle entre la RDC et l'Europe. Et Charles Michel était bien là en tant que président du Conseil européen. Vous avez parlé dans votre discours du 9 mai. Nous sommes le 10 mai. Hier, c'était le 71e anniversaire de l'Union européenne. Vous avez dit en ce qui concerne la RDC que vous appelez à une meilleure gouvernance, à des élections libres et transparentes en 2023. C'est un souhait, c'est un message direct aux autorités. Pourquoi rappeler 2 ans avant terme qu'il y a des élections dans 2 ans? Je n'ai pas appelé, enfin je voudrais peut-être nuancer votre propos, la façon dont vous le présentez, je n'ai en aucun cas appelé les uns ou les autres à faire quelque chose. J'ai pris compte des engagements qui avaient été pris par les autorités nationales et par tous les interlocuteurs d'ailleurs que nous rencontrons et sur lesquels ils insistent d'ailleurs dans les discussions que nous avons avec elles sur 3 sujets et donc qui m'ont paru importants. Le premier, c'est celui des élections que vous venez de mentionner, la bonne tenue des élections. Les élections se préparent avec du temps. Il faut une commission électorale nationale indépendante, il faut une réforme de la loi électorale, il faut un financement. Ça ne se fait pas en 3 jours, ça ne se fait pas en 3 mois, ça se fait sans doute en 2 ans. Est-ce qu'il y a des craintes? Justement, il faut commencer à préparer maintenant. Sur ce point, est-ce qu'il y a des craintes? Non, parce que tout le monde dit, et nous croyons tout le monde, que tout le monde veut des élections libres, équitables, transparentes, impartiales, inclusives. Et donc, nous sommes prêts à soutenir ce processus. Oui, mais est-ce qu'il faut croire ce que les gens disent ou il faut voir ce qui est réellement fait aujourd'hui à 2 ans de l'échéance? Est-ce que l'Union européenne est prête à venir à la rescousse au cas où il y a notamment manque de financement? Nous ne sommes pas à la rescousse. Nous prenons acte des engagements qui sont pris. Il y a l'inscription à cette session parlementaire de la réforme de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il y aura l'inscription à la prochaine session parlementaire de l'automne de la loi électorale. Donc, ce sont des bonnes étapes qui sont prises. Voilà, une fois que la nouvelle CENI sera constituée, nous regarderons s'il y a une demande d'aide. Il n'y en aura peut-être pas, il n'y a peut-être pas besoin, mais nous sommes ouverts, bien sûr, à la discussion avec nos partenaires sur ce sujet. Pour l'information de nos auditeurs, vous avez aussi parlé hier de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et la protection des défenseurs des droits humains. Tout à fait. Donc c'était les 2 autres sujets sur lesquels j'ai noté là aussi un engagement réel, une réalité, c'est que le gouvernement Sama Condé c'est le premier gouvernement à compter autant de femmes, 27%, peut-être pas assez, mais voilà, c'est un bel exemple de progrès. Et je veux dire que c'est pas spécifique à la RDC. Il faut que partout dans le monde, on arrive à avoir 50% de femmes. Et même dans nos pays européens, on n'est pas toujours à ce niveau-là. Il faut qu'on fasse des progrès nous-mêmes. Et puis troisièmement, effectivement, les droits humains sur lesquels on est engagé conjointement, là aussi avec les autorités nationales, là aussi avec la société civile, pour faire progresser les choses. Et nous sommes très fiers, nous nous honorons de pouvoir appuyer les défenseurs des droits humains dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. La guerre à l'Est qui suscite quelques doutes. L'état de siège ne portera de fruits que s'il respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, avez-vous récemment déclaré. Est-ce que cela signifie, même si vous l'avez dit, que vous avez certains doutes sur l'état de siège ainsi proclamé par le président Tshisekedi? Alors, première chose, je pense qu'il faut prendre tout le texte de ce que j'ai dit qui est très équilibré. La première chose, c'est que nous prenons acte de l'état de siège qui a été déclaré pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est une décision souveraine de la République démocratique du Congo sur laquelle je n'ai pas particulièrement à commenter. C'est une décision interne. Nous respectons totalement la souveraineté congolaise. C'est une décision du gouvernement. Deuxièmement, j'ai aussi rappelé que effectivement le respect des droits de l'homme, le respect du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme, était un sujet qui renforcerait l'efficacité de cet état de siège. J'ai un petit peu d'expérience personnelle en tant qu'envoyé spécial de la France pour le Sahel, avant d'être ambassadeur de l'Europe pour l'Union de l'Union européenne en RDC. Et
j'ai vu que chaque fois que les droits de l'homme n'étaient pas respectés par les forces de l'ordre dans les pays du Sahel, chaque fois qu'il y avait des violations, que ce soit au Nigeria avec Boko Haram, que ce soit au Mali, eh bien ça renforçait la nuisance des groupes terroristes que nous combattions. Ça renforçait comment eux-mêmes ils ne respectent pas les droits de l'homme? Est-ce qu'on peut respecter les droits de l'homme avec des terroristes qui agissent de la manière à laquelle ils agissent? Le problème, c'est pas le respect des droits de l'homme, des groupes terroristes eux-mêmes, mais c'est les populations. Et c'est les bavures qui peuvent arriver. Et c'est le fait qu'en ne respectant pas les droits de l'homme ou le droit international humanitaire, vous mettez en péril les populations civiles. Et ensuite, ces groupes, dans leur perversité, n'hésitent pas à instrumentaliser ces gestes pour reporter toute la responsabilité sur les autorités nationales. Et c'est le même phénomène qu'on a eu dans toutes les guerres d'insurrection. C'est en fait une guerre d'image, une guerre de communication, et donc nous devons être supérieurs dans cette guerre de communication contre les terroristes et montrer que nous ne sommes pas comme eux, que vous n'êtes pas comme eux, que personne n'est comme eux, que personne ne peut respecter les ADF évidemment, mais montrer que nous respectons les populations civiles et que nous ne nous rendons pas coupables d'exactions. Et vous voyez bien que j'emploie le terme « nous », donc c'est surtout pas une mise en accusation du Congo, mais c'est une approche générale que nous devons avoir vis-à-vis de toute approche de conflit. Et ça ne veut pas dire non plus, j'ai lu parfois des commentaires un petit peu rapides, « Ah, Monsieur Chatinier condamne la guerre, on ne peut pas faire la guerre ». Non, il faut respecter le droit de la guerre. Et c'est en respectant le droit de la guerre qu'on peut effectivement gagner la guerre. Et chaque fois qu'un pays, que ce soit la France, les États-Unis ou d'autres, ne respecte pas le droit de la guerre, il perd la guerre. Donc voilà, c'était une observation que je tenais à faire, et j'en ai ajouté une autre juste derrière pour dire, effectivement, l'utilisation de la force armée est un moyen utile et il faut absolument l'utiliser pour réduire ces groupes terroristes, mais il ne faut pas oublier non plus en même temps la poursuite du dialogue politique, des discussions politiques, ne serait-ce que pour ramener des anciens combattants qui voudraient se rendre dans le cadre de programme DDR, ne serait-ce que peut-être... Et les intégrer dans l'armée? Pour les intégrer dans l'armée s'ils n'ont pas commis de crimes de guerre. Peut-être aussi une action politique pour sensibiliser et continuer à sensibiliser les pays voisins de l'Est du Congo, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, au fait qu'ils ne doivent pas intervenir sur le sol national congolais. Ils interviennent encore? Et troisièmement, vous allez me déstabiliser là, non, mais j'ai pas dit qu'ils interviennent encore. Pourquoi intervenir sur eux s'ils n'interviennent pas? Mais ils sont, parce qu'il y a des trafics, parce que l'on sait que par exemple certains pays voisins exportent beaucoup plus d'or qu'ils n'en produisent, parce qu'il y a une responsabilité régionale de stabilité dans la région. Alors pourquoi ne pas soutenir l'initiative de traçabilité des minerais du prix Nobel de la paix? J'ai posé la question à Charles Michel, une proposition de loi soutenue par Maria Arena. J'ai rencontré la députée belge il y a presque 5 ans. Aujourd'hui, toujours aucune loi. La communauté internationale ne tire-t-elle pas profit de cette guerre à l'Est pour laquelle elle ne veut pas prendre de vraies décisions? Non, alors je pense que non, c'est pas vrai. C'est pas la communauté internationale, c'est certains grosses industries ou certains gros intervenants de la communauté internationale ou étrangers. D'abord, pour vous répondre clairement, l'Union européenne, elle a pris ses responsabilités, elle a édicté un règlement le 1er janvier dernier qui a pris plusieurs années effectivement à être mis en place pour maîtriser le contrôle et l'origine, la traçabilité justement d'un certain nombre de métaux, comme l'or, comme les 3T. Donc il y a un certain nombre de métaux. Donc maintenant, les importateurs européens, même si ces métaux proviennent de Chine, même si ces métaux proviennent du Moyen-Orient, doivent s'assurer qu'ils ne viennent pas ici en premier lieu. Et nous sommes disposés à travailler à la fois avec la RDC, mais aussi dans un cadre régional, avec la CIRGL, au renforcement de tous les mécanismes de traçabilité des minerais qui ont pour origine le Congo. C'est effectivement un facteur clé et donc bien sûr des sanctions financières importantes seront prises contre les entreprises européennes qui ne respecteraient pas les règles que nous avons mises en place. Vous en avez déjà identifié, on parle de Rwanda
gros producteur de coltan, alors que la grosse partie de ce coltan vient de la République démocratique du Congo. Vous avez déjà identifié des entreprises, elles sont connues, hein, celles qui utilisent le coltan congolais. Et les avez-vous déjà identifiées? Êtes-vous prêt à les sanctionner? Je viens de vous dire que nous sommes prêts à sanctionner toutes les entreprises qui ne respecteront pas les règles qui ont été édictées par le règlement européen. Sans doute aussi faut-il aller un petit peu au-delà, et nous sommes prêts à poursuivre la discussion, et c'est une des choses que je vais faire avec la nouvelle ministre des Mines, pour véritablement nous assurer qu'il n'y ait pas de trafic illégal des ressources minières de la RDC. C'est un point clé. Et ça, c'est la démarche, effectivement, pour en revenir au tout début de la discussion, c'est la démarche, en accompagnement de la démarche militaire, il faut avoir cette démarche politique, nationale et régionale, et il faut aussi, bien sûr, troisième point, avoir la démarche de développement, et voilà, parce que si on n'offre pas d'emploi et de ressources aux jeunes dans ces régions du Nord Kivu et de l'Ituri, on risque de susciter à nouveau des gens qui voudront aller dans des groupes armés pour faire du profit. Excusez-moi de revenir aussi en arrière. Vous avez dit que cette réglementation date du 1er janvier 2021. 4 mois au moins. En 4 mois, qu'a-t-il déjà été fait? Alors, les règles sont en place. Maintenant, je pense que au-delà de 4 mois, il faut sans doute 6 mois pour commencer à en voir les effets. Mais d'ores et déjà, nous assurons auprès de nos États membres que des mesures de sanctions et des mesures de contrôle sont effectivement mises en place. Et nous continuons à sensibiliser tous nos partenaires sur l'importance de respecter ces règles. Parlons Covid. Le Covid-19 a relativement épargné jusqu'à présent la RDC. Pourquoi jusqu'à présent? Ça, c'est encore vos propos d'hier. Vous avez des craintes que la RDC, qui ne semble pas toucher au-delà de ce qu'on pensait au début de l'épidémie, le soit plus dans le futur? Alors, j'ai été très heureux de constater hier, effectivement, nous sommes tous heureux de constater que la RDC n'ait pas été touchée par le Covid, comme beaucoup de pays dans le monde et comme d'autres pays africains. En même temps, on voit que la situation peut toujours être fragile, que les choses peuvent très vite basculer, que des situations dramatiques sont arrivées au Brésil, sont en train d'arriver en ce moment même en Inde, où on voit des images absolument horribles. Il y a des nouveaux variants qui sont en train d'évoluer, le variant sud-africain, le variant brésilien, le variant indien, et ceci représente peut-être des nouvelles menaces, peut-être qu'ils ne touchaient pas les gens ici, mais nous voyons que ça peut être une nouvelle menace, donc il faut vraiment être très attentif, se mobiliser, continuer à respecter les gestes barrières, les gestes de distanciation, et surtout pour moi c'était aussi un appel pour le vaccin. Bien sûr, c'est un choix personnel. Vous êtes vacciné, oui. Et moi je suis vacciné ici à Kinshasa en RDC, ce dont je suis très fier. Vous avez eu la première dose, mais vous êtes sûr d'avoir la deuxième? Oui, bien sûr. La deuxième AstraZeneca arrivera? AstraZeneca, oui, elle est là. Même si la RDC a rendu une partie de ces vaccins parce qu'ils n'étaient pas suffisamment utilisés au mécanisme COVAX, et que dans un geste de solidarité, une partie des vaccins qui étaient réservés au Congo sont repartis en Centrafrique, en Angola et dans quelques autres pays, suffisamment de doses ont été gardées pour s'assurer que les gens qui ont eu la première dose auraient la seconde dose. Au moment où Didier Reynders de l'Union européenne déclare que l'Union européenne ne commandera plus de vaccins AstraZeneca. Oui, alors par ailleurs, il y a d'autres problèmes avec AstraZeneca, avec la firme. Il y a eu beaucoup de problèmes de confiance dans les livraisons qui ont été faites. Mais ce vaccin AstraZeneca, intrinsèquement, offre beaucoup plus d'avantages quand vous vous faites vacciner que d'éventuels risques secondaires qui restent très très limités. Vous poussez les Congolais à la vaccination, mais en termes de vaccins, cela a un coût certain. Est-ce que la solidarité internationale aussi marchera? Écoutez, la solidarité internationale est en marche, avec notamment l'Union européenne, le soutien que nous apportons et que nous allons continuer à apporter au mécanisme COVAX. J'appelle mes amis congolais à se vacciner parce que c'est pour eux se protéger eux-mêmes, c'est protéger leurs proches, c'est protéger leur famille, c'est pouvoir continuer à voyager s'ils le souhaitent en Europe et dans d'autres pays. C'est un acte de solidarité internationale. Je n'oblige personne à se faire vacciner, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Chacun, c'est une décision volontaire, une décision individuelle. Moi, je l'ai prise parce que je suis convaincu que c'est un acte de solidarité que nous avons aussi avec les autres. L'Union européenne parle souvent de ces valeurs nécessaires à toute relation. Est-ce qu'il y a des pays avec lesquels l'Union européenne, en aucun cas, ne voudrait coopérer?
L'Union européenne travaille avec tous les pays dans le monde entier. Alors il y en a où c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Si vous regardez ce qui se passe en Syrie, évidemment, avec le président syrien, c'est effectivement des logiques de coopération qui sont fort heureusement très différentes de la relation de confiance, de partenariat que nous pouvons avoir avec un pays comme la République démocratique du Congo. Vous avez rappelé qu'il y a quelques années, la relation, à part l'humanitaire, était coupée entre les deux pays. Est-ce que pour vous, c'est encore envisageable dans le futur? Non, parce que je suis foncièrement optimiste. Je suis foncièrement convaincu que la République démocratique du Congo est en décollage, que la transition démocratique, pas transition, mais l'évolution démocratique du pays est en pleine marche, que nous partageons effectivement un certain nombre de valeurs. Il n'y a que de voir les débats dans la presse, dans les réseaux sociaux d'un certain nombre de personnes. Donc je suis convaincu que nous ne pouvons que travailler positivement ensemble et continuer à travailler positivement ensemble. C'est notre intérêt commun, c'est notre avantage commun, et c'est comme ça que nous nous en tirerons tous ensemble. Pour que tout le monde comprenne bien, quel est l'avantage d'un pays riche à coopérer au développement avec un pays, on va dire, potentiellement riche, mais pauvre, puisque vous dites que vous ne profitez pas de ce potentiel? Est-ce en réponse à une obligation internationale de solidarité, ou est-ce parce que l'Union européenne a tous les intérêts à ce que la République démocratique du Congo et les autres pays ACP soient développés? Je crois qu'on a les intérêts fondamentaux à ce que les pays ACP et les pays africains se développent. On partage un certain nombre de biens communs, de ressources communes dans cette humanité. C'est la forêt, c'est le climat. Si nous n'agissons pas ensemble contre ces menaces, le monde s'effondrera, et ça, c'est vraiment l'intérêt de personne. Ensuite, le développement de l'Europe a été lié à un moment donné à son développement démographique. Si vous regardez la démographie de pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, même l'Allemagne, etc., vous voyez qu'il n'y a plus de dynamisme démographique, et que le dynamisme donc économique est aussi lié au dynamisme démographique, et que nous avons besoin de ce dynamisme démographique qui existe aussi en RDC, qui existe aussi en Afrique, et que c'est un développement bien compris de tout le monde, qui est cette croissance qui profitera effectivement à tout le monde. Vous avez parlé climat. Dernière question. Le président Tshisekedi a récemment, devant Charles Michel, évoqué la part qui devrait être plus importante des rétributions à la République démocratique du Congo et au bassin du Congo, de sa qualité de poumon de l'humanité. Pourquoi la communauté internationale traîne tant les pieds, selon vous? Je ne pense pas qu'elle traîne les pieds. Je pense que le président Tshisekedi a eu raison d'insister sur un fait. On ne parle pas assez de la forêt du Congo. On ne parle pas assez de ce poumon de la planète. On parle peut-être un petit peu trop, mais aussi parce qu'elle est en danger, de l'Amazonie, de la forêt amazonienne, de ce qui se passe au Brésil. Mais il faut prendre en compte toutes les forêts qui sont importantes dans le monde. En Indonésie, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, mais aussi en Afrique. Et là, je suis d'accord avec le président Tshisekedi, on ne parle pas assez de cette forêt, on ne parle pas assez des ressources qu'elle peut dégager, du fait qu'il faille la préserver, parce que si elle disparaît, eh bien, nous n'aurons plus d'avenir commun. Et donc, il faut effectivement avoir des mécanismes carbone, des mécanismes financiers qui permettent l'expression de la solidarité internationale sur cette ressource. Donc, oui, parlons ensemble de la forêt du Congo. C'est un facteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Le changement climatique, c'est pas uniquement la banquise qui disparaît, c'est aussi le fait que nous puissions développer, exploiter cette forêt de façon intelligente, de façon raisonnée, qu'elle ne disparaisse pas, mais qu'au contraire, elle puisse se régénérer et qu'elle puisse continuer à servir l'humanité entière. Et donc là, nous avons un intérêt collectif à investir collectivement dans la préservation de cette forêt.